La France perd-elle les fondamentaux qui font sa renommée sur les questions liées aux droits de l'homme à la faveur des récentes manifestations et du durcissement du débat entre les différents protagonistes? On est en droit de se poser la question. La nouvelle affaire de violence policière n'arrange rien à la situation. Un producteur noir a en effet été passé à tabac par 4 agents de police, déclenchant des remous, même au plus haut sommet de l'État français. Les agents en cause ont été suspendus. Le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'il demanderait leur révocation, mais l'opposition et les manifestants craignent surtout la proposition de loi de sécurité globale qui, en son article 24, pénalise la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre. Différent qu'on s'oppose, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, voit dans cet énième acte de violence policière la preuve terrible du caractère vital du droit à filmer l'action policière. Néanmoins, le texte est plébiscité par les syndicats policiers et soutenu par la droite et l'extrême droite. France, mobilisation contre la loi sécurité globale, les droits humains désormais menacés, c'est la question trame de ce plateau. Bonjour à chacun, bonjour à tous. À nos côtés aujourd'hui, Justin Yompati, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Justin Yompati, ma première question est pour vous. C'est un nouveau front dont aurait bien voulu se passer le président français Emmanuel Macron, mais ce ne sera pas le cas. Une vidéo est devenue virale et qui met en cause 4 policiers dans ce qui semble être un passage à tabac de noirs en France. On va dire que ce n'est pas nouveau non plus. Oui, je crois que c'est justement le fait que vous évoquez constitue justement l'un des substrats ou l'un des éléments qui sont à la base de cette loi sur la sécurité globale en France, dont l'une des dispositions interdit la diffusion d'images de policiers en action d'une manière ou d'une autre. Cela rappelle un peu ce qu'on a vécu tout récemment aux États-Unis par rapport à Floyd. Cela pose le problème du respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Et cela nous donne l'occasion justement de voir la manière dont le peuple français apprécie désormais ces institutions, le rapport peuple-institution, le rapport, la perception que le peuple a de ses libertés, les libertés qui lui tiennent à cœur, et fondamentalement l'état de la démocratie et de l'état de droit. En France, je crois qu'on on a intérêt à tirer des leçons pour l'Afrique parce qu'a priori, moi, en tant qu'Africain, africaniste et panafricaniste, je dirais que ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est fondamentalement le noir qui est passé à tabac. Mais la question globale de fond qui est liée à la loi sur la sécurité globale en France, je dirais que c'est une affaire, théoriquement, une affaire entre Français, et que je n'ai pas fini de régler les problèmes de l'Afrique. Je n'ai pas fini d'opiner, de réfléchir sur le droit ou les droits africains pour aller me fourvoyer dans les systèmes juridiques des États qui ne recherchent que des intérêts dans les États africains. Bon, mais en tant que quelqu'un qui s'intéresse à la science, je crois que cela vaut la peine, cela mérite d'être traité, puisqu'il y a des leçons que le Bénin peut tirer, le Congo, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Cette tendance à restreindre les libertés et à pousser les libertés jusqu'au mur, et si elle se produit en France, si elle a tendance à se produire aux États-Unis, c'est qu'elle peut banalement se produire en Afrique, puisque tout au moins l'Afrique francophone est connue comme le lieu de reproduction des systèmes juridiques, politiques et économiques de la France. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Donc, globalement, a priori, loi sur la sécurité globale en France, c'est leur affaire, mais
passer un noir à tabac, ça me gêne en tant qu'Africain et ça me gêne en tant que défenseur des droits de l'homme. Voilà, alors les 4 agents ont été suspendus, Lamine Cissé, on promet de les révoquer au terme de l'enquête. Donc, on a l'impression qu'il y a un tollé qui est généré par cette affaire-là, mais ce n'est pas surprenant non plus. Il y a eu plusieurs affaires avant cela. Votre co-débatteur parlait du cas George Floyd aux États-Unis. Il y a eu le cas d'un jeune noir en France qui est décédé en 2016, où une affaire, on va dire, l'une des conclusions des rapports de la gendarmerie vient encore d'être contestée ces derniers jours. Ce n'est pas nouveau non plus en France. Donc moi, je crois que cette thématique doit interpeller tout Africain, tout citoyen de ce monde. Puisque nous ne sommes pas en vase clos. Quand on parle des droits de l'homme et des libertés, c'est des notions universelles. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à la France ou à l'Afrique, même si on n'applique pas de part et d'autre ces mêmes droits-là. Ce que je voudrais dire est que quand je veux analyser, je me situe dans... quand vous dites la France, je parle de l'État français. Quand on parle de la France, je fais la différence avec le peuple français. Parce que je sais que ce peuple français-là, depuis la révolution de 1789, successivement, ce peuple français s'est battu pour sa liberté fondamentale. C'est ce que nous jouissons, c'est ce que la France, c'est ce combat que la France est en train de jouir aujourd'hui. Parce que c'est le peuple français qui a dit « on ne me soumets pas ». Ils se sont battus contre la monarchie constitutionnelle, etc., etc., se sacrifier pour avoir une certaine liberté. Alors je dis que ce peuple français est pris de paix et de liberté. Maintenant, quand je veux étudier l'action de l'État français, ça dépend de quel régime français est en France. Mais d'une manière globale, quand j'analyse ce régime français, je dirais tout simplement que je les mets sous 2 angles. N'est-ce pas, la liberté fondamentale et le droit de l'homme d'une façon endogène en France, et l'action de cet État français-là par rapport à la liberté dans le monde. Je crois que c'est les 2 éléments-là, les 2 axes qu'il faut voir pour orienter nos débats. Maintenant, ce n'est pas question de noir ou de blanc. Le problème est que la France, il y a le racisme en France. Parce que quand on tabasse en noir, d'une manière brutale comme ça, je n'ai pas vu la police faire ça à un français. Alors donc ça appelle, n'est-ce pas, ça nous interpelle de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique et partout ailleurs. Et maintenant, si on analyse tous ces angles-là, nous pourrons dire que cette loi est controversale. Hein? C'est une loi de l'article 24 de la loi globale. Mais dans cet article, c'est l'article 24 qu'on a extirpé pour voir. Mais il y a des éléments dans ces lois-là qui restreignent les libertés fondamentales, qui sont islamistes, qui attaquent l'islamisme et qui restreignent certaines libertés. Nous allons y venir tout à l'heure. Voilà, alors la loi, on va dire, elle est plébiscitée par les syndicats policiers qui, visiblement, ont envie qu'on arrête, on va dire, de persécuter, puisque, visiblement, quand on divulgue les vidéos sur les réseaux sociaux, certains policiers sont menacés de mort, pris à partie, rudoyés. Les syndicats policiers estiment que, même si il faut poursuivre certains de leurs collègues qui auraient donc commis des actes qui vont à l'encontre des tests, il faut le faire dans un certain sérieux, dans une certaine, on va dire, paix relative. Il ne faut pas attaquer et pourquoi pas divulguer des informations sur ces agents-là via les réseaux sociaux. Les syndicats policiers ne sont pas seuls. Il y a la droite et l'extrême droite qui soutiennent donc cette loi de sécurité globale-là. On parle de répression d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende pour la diffusion de l'image du visage ou tout autre élément d'identification des membres des forces de l'ordre en intervention quand elles portent atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Est-ce que, quelque part,
dans l'esprit, on ne pourrait pas comprendre cette loi-là qui quand même vise à protéger l'intégrité du policier qui est poursuivi. Oui, je crois que on gagnerait tout de suite là à rappeler 2 éléments clés. Nous sommes là dans les paradigmes des règles administratives et fondamentalement de l'ordre public mis en œuvre et traduit à travers la police administrative. Alors les 2 éléments clés, ce sont les libertés, les droits fondamentaux et l'ordre public. Alors la règle, c'est que ce soit en France, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que nous partons de la France. Nous sommes en démocratie. Et la démocratie implique la possibilité pour le peuple de donner de la voix, implique la possibilité pour le peuple de dire niet ou d'aller contre une réforme qu'on engage, implique la possibilité pour le peuple de désigner ses représentants pour pouvoir gouverner le pays. Et si possible même d'interférer. Lorsque la direction que les gouvernants prennent, que l'Assemblée nationale prend, n'arrange pas le peuple d'interférer. C'est ça, les éléments fondamentaux de la démocratie. État de droit parce que nous sommes dans un État où les droits de l'homme sont promus. Dans un État où les règles juridiques écrites fondamentalement déterminent les comportements et les rapports des uns et des autres. Maintenant, le problème, la règle est la liberté ou les libertés individuelles. Chaque citoyen est libre. Liberté de presse, liberté d'expression, liberté d'opinion, ici, liberté de filmer, voyez, liberté de protester. Mais à côté de cela, si cette règle-là, qui consiste à accorder la pleine liberté béate, si elle est appliquée à 100% et qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut, chacun, par le biais de la liberté, peut devenir une gêne pour l'autre. D'où la notion d'ordre public. Maintenant, la question se pose de savoir jusqu'à quel pourcentage ou jusqu'à quel degré faut-il limiter les libertés et droits pour assurer l'ordre public. Alors, les spécialistes et les différentes décisions juridictionnelles évoquent la notion de proportionnalité. D'autres parlent de la notion de nécessité. Lorsque nous ramenons ces bases juridiques à la loi sur la sécurité globale en France, il me semble que l'esprit même qui quadrille les libertés et droits fondamentaux dans un régime démocratique, ainsi que l'esprit qui sous-tend l'ordre public, il me semble que cet esprit-là est travesti. Il me semble que la loi en elle-même, il me semble que la loi est en décalage, le problème de proportionnalité et de nécessité se pose. Lorsque, par exemple, l'article 22 met en jeu l'utilisation de drones, par exemple, vous voyez, ça pose le problème du droit à la vie privée. Et le droit à la vie privée, ces manifestations sont multiples. Vous retrouvez attaché à ça le droit à l'image de la personne. Vous retrouvez attaché à cela le droit à la liberté de correspondance. Vous voyez lié à ça le droit à la vie conjugale, le droit à l'intimité. Alors, il s'agit de drones. Est-ce qu'il n'est pas possible que cette technologie-là connaisse des dérapages pour que la vie privée, intime des personnes soit exposée? Ça pose un problème de nécessité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes pour arriver à l'objectif visé à part ce qui a été prévu dans cet article 22? Lorsque vous prenez l'article 24, qui interdit la diffusion d'images de policiers en train de faire ceci, en train de faire cela, il y a 2 éléments que cela soulève. Le premier élément, c'est que cela a l'avantage de travailler à la protection de la police, des policiers. Parce qu'il ne faut pas non plus que le policier soit exposé à la vindicte populaire. Mais
il faut trouver le juste milieu ou trouver la juste proportionnalité. Autrement dit, est-ce que c'est en interdisant la diffusion de ces images-là de manière simple, de manière pure et simple, est-ce que c'est en l'interdisant qu'on obtient l'objectif qui consiste à protéger les policiers? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formules, d'autres mécanismes? Je crois que les articles 22 et les articles 24 constituent des éléments clés qui permettent de démontrer, au-delà même du fond du test, permettent de démontrer de manière clé que cette loi-là, elle est une loi liberticide. Elle est une loi qui est très gênante par rapport aux libertés publiques. Maintenant, je me pose la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y a pas des soubassements politiques derrière cette affaire? Parce que peut-être que j'y reviendrai, quand vous voyez un peu le processus même, ou la genèse de cette loi, sa genèse laisse à redire par rapport à des collusions politiques ou même pour collusions parlementaires et exécutives et pouvoir exécutif. Donc, il y a des aspects là qu'il faut démêler. Pour être plus clair, le président de la République, selon la Constitution française, il n'a pas de manière directe l'initiative des lois. C'est le Premier ministre. Donc, c'est le Premier ministre. C'est une loi qui n'est pas la voie de proposition. Donc, soit le Premier ministre initie la loi, ce n'est pas le cas ici, sinon on allait parler de projet de loi. Ou soit des députés initient la loi. C'est le cas justement avec la députée Alice Toro et son collègue. Et on dit que c'est le parti LRM, tout à fait, la République en marche, qui est la République en marche, qui est à la base, qui a pris l'initiative de cette loi. Tout à fait. Maintenant, il se fait qu'au plan politique, ce parti-là est justement le parti de quelqu'un de l'exécutif. Pour ne pas dire le président de la République qui n'a pas l'initiative des lois. On n'a pas besoin de faire une faculté de droit pour comprendre ce qui s'est passé. D'où, je me demande, droit et politique, est-ce qu'il n'y a pas de collusion? Et puis, dans l'histoire politique et constitutionnelle, l'histoire politique de la France, l'histoire récente, disons sous le mandat du président Macron, il me semble qu'après les Gilets jaunes, voilà, c'est ce qui vient. Donc, on a tendance à se demander, est-ce que le régime de Macron n'est pas un régime qui tend à limiter les libertés? Il s'en est défendu récemment. L'objectif de la loi Lamine Cissé, c'est visiblement de ne pas livrer les agents de force de l'ordre à la vindicte populaire. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne partage pas. Tu sais, j'ai eu le plaisir à suivre l'enseignant de droit, puisque sur le plateau également, on apprend. Mais ce que je voudrais signaler est que ces lois-là, quand j'ai vu ça à la télévision, j'ai dit c'est inefficace et inutile. Comment donc? Parce qu'en fait, voilà les conséquences. Même en Afrique, ici, on ne peut pas permettre, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il faut encadrer ça. Il faut mettre au cœur la responsabilité. Il faut faire des lois qui répriment ceux qui sont responsables de fausses informations ou de fausses diffusions. Mais regardez, si les réseaux sociaux n'encadrent pas les dérives qui se font partout ailleurs dans le monde, comment nous saurions le noir qu'on vient de tabasser là, les 4 policiers là, s'il n'y avait pas de caméras... C'est vrai que les policiers avaient déjà mentionné dans le rapport que c'est le noir qui avait opposé résistance et qui avait attaqué. C'est ça qui allait être leur alibi. Et la vidéo a permis de remarquer qu'ils sont allés le chercher, qu'ils l'ont molesté, et qu'il y a un 4e qui est venu pour lancer une grenade lacrymogène. Très bien, c'est-à-dire que partout, si la liberté elle dépasse les limites, on a l'habitude de dire la liberté d'une personne s'arrête ou commence celle de l'autre. Parce qu'en fait, chacun doit avoir la liberté, mais dans une harmonie qui est régie par les lois. Mais si ces lois-là, en France, franchement, je crois que le professeur a dit quelque chose qui est pertinent. Et il s'est posé la question, mais je voudrais que il ne faut pas vous interroger. C'est lié aux actions politiques. Parce que Macron, en réalité, il est de quelle idéologie? Il n'est ni de gauche ni de droite. Il n'est de nulle part. Enfin, c'est un lobby qu'il a mis ici. Ce lobby-là a des préoccupations fondamentales pour la France. Et je crois que quand ces lois-là passent en France, ça va avoir des ramifications dans toutes les colonies en Afrique. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que nous sommes en train de nous battre pour notre liberté. Et si la France qui nous colonise encore, parce que nous ne sommes pas libres, si la France qui nous colonise encore
fasse ces lois en France, c'est catastrophique. Maintenant, c'est des lois qui sont soumises. On n'en parle pas. On a parlé de l'encadrement des imams, de beaucoup de choses pour contrôler l'islam en France. Et ça me rappelle un peu la caricature. On dit que dire de ne pas caricaturer, c'est mettre fin à la liberté d'expression. La question fondamentale que je voudrais me poser, est-ce que la liberté d'expression, c'est-à-dire c'est de heurter la conscience, la dignité de l'autre? C'est la question fondamentale que je pose. Si, par exemple, il s'avérait que le président Emmanuel Macron, un journal prenait sa famille ou son papa qui le caricaturait avec les pieds extra la bouche comme ça, et on mettait à la une pour dire c'est le papa de... Est-ce que lui ne sera pas frustré en tant que président, en tant qu'être humain d'ailleurs? Alors moi je me suis dit, la religion, elle est fondamentalement liée à la foi des millions et des milliards de personnes. Le musulman ne tolère même pas qu'on caricature Jésus-Christ, qu'on le dessine ou qu'on le photographie, parce que pour lui c'est un blasphème. Jésus-Christ est universel. Jésus-Christ n'appartient pas aux Blancs, parce que son message n'est pas blanc, son message est universel. C'est la raison pour laquelle les musulmans eux-mêmes ne dessinent pas le prophète Mohammed. Si on permet à un journal, pour quel but, quel motif? Si par exemple c'est dans un débat islamo-chrétien, dans un débat de religion, mais c'est tolérable. Parce que moi-même sur le plateau, je discute beaucoup avec les chrétiens en tant que musulmans pour dire, voilà, fondamentalement, on a ça de commun, mais on a ça de divergence. Mais ça va dans l'harmonie, c'est-à-dire que ça va dans l'apaisement, ça va dans la compréhension interreligieuse. C'est extrêmement important cela. Mais quand un individu sort, il ne connaît rien, même dans la religion chrétienne, il ne connaît rien, il ne connaît rien dans la religion musulmane, il sort pour caricaturer, mais c'est de la provocation. Et les conséquences, on s'arrête pour défendre cela. Mais je crois que c'est ça, la liberté d'un individu s'arrête où commence celle des autres. C'est pourquoi si la France est en train de déraper, c'est pourquoi je fais la différence entre le peuple français, qui est un peuple épris de paix et de liberté, qui a mené des combats qui ont amené l'État français à être à ce niveau-là, et l'État français qui est en train de vouloir montrer la liberté fondamentale, France des droits de l'homme, mais qui soutient les dictatures dans nos pays. Ces dictatures-là tuent nos populations, emprisonnent nos populations. L'essentiel est que la France puisse tirer profit. C'est-à-dire que, pour l'intérêt, la France est prête à fermer les yeux pour imposer des dictatures, martyriser le peuple africain. Je crois que c'est à ces deux niveaux-là qu'il faut mener des analyses. C'est pourquoi je dis, ça nous concerne fortement. Quand on parle de la France a les mêmes mises fortement dans nos économies et dans nos systèmes de gouvernance. Alors, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est dit scandalisé par les images. Il a reconnu que s'il n'y avait pas eu d'images, on n'aurait pas connu cette affaire. Il a aussi affirmé qu'il faut filmer. On a l'impression que même cette loi-là, cette proposition de loi-là, ne fait pas consensus au sein du gouvernement. Plusieurs ministres ont clairement exprimé leur désarroi face à ces images-là et ont estimé qu'il faut continuer à filmer, notamment l'extrême gauche qui dit il faut filmer, il faut laisser les gens continuer à filmer et pourquoi pas divulguer, parce que cela permettrait forcément de débusquer ces agents-là indélicats qui sont quand même tapis aussi bien à la gendarmerie qu'à la police et qui ont quand même des crimes à se reprocher depuis plusieurs années en France. Oui, deux éléments. Le premier élément, vous avez dit, ça ne fait pas l'unanimité justement en France. Même au sein du dispositif parlementaire français, vous voyez, il y a déjà le Sénat qui est déjà en train d'être influencé par les mouvements et qui se prépare à modifier, à retoquer. Voilà, à modifier. Et dans le camp présidentiel, vous constatez que au niveau du gouvernement, les ministres ne tiennent pas le même langage. Tout à fait. Ça se remarque. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, que quand même la France a une grande qualité. Je dis la France, c'est la qualité d'être un État de démocratie. Vous voyez,
ce tableau-là, où face à une situation, et au sein même de l'équipe gouvernementale, les avis sont partagés et on n'est pas gêné de s'exprimer. Quand vous ramenez cela en Afrique, et plus particulièrement dans certains États, vous voyez que c'est le jour et la nuit. On a peur de perdre son job, on a peur des armes, on a peur d'être fait martyr pour son pays. Je parle des Africains. Tout à fait. Le second élément, c'est que les pouvoirs publics français ou occidentaux sont suffisamment sensibles aux organisations sociales, aux mouvements populaires. Et vous avez vu, ce peuple français-là, il doit continuer. Et quand ce peuple va continuer, vous allez voir que l'État va complètement se serrer, continuer par se serrer autour du gouvernement et autour du Parlement. Puisque c'est ping-pong là-bas, cette affaire-là, c'est affaire ping-pong. C'est-à-dire, on sait ce qui se passe, le président sait bien ce qui s'est passé à l'Assemblée, et l'Assemblée sait très bien, l'Assemblée sait très bien d'où cela vient. Si cette loi-là, elle n'est pas carrément mise de côté, vous allez voir qu'elle sera complètement allégée de manière à ce qu'ils vont se rendre compte même de son inutilité, de son inefficacité, et elle risque même d'être, après vote, si elle était votée, une loi caduque. Elle risque de rentrer simplement dans la caducité. Mais je voudrais abonder dans le même sens que M. Cissé pour dire que il faut que nous, autres Africains, que nous apprenions de ces événements-là. Première des choses, les organisations de la société civile en Afrique, surtout en Afrique francophone de l'Ouest, je voudrais leur demander de se réveiller. C'est vrai que les organisations de la société civile ne doivent pas être politisées, mais il faut qu'elles soient policées. Il faut qu'elles comprennent suffisamment le fonctionnement de la République et qu'elles puissent se donner de la voix. Et il faut se préparer justement à être martyr pour son pays. Il faut se préparer à être martyr pour son pays. Les peuples africains doivent savoir dire non. Regardez, vous prenez un certain nombre de faits en Afrique, dans certains États africains, vous voyez que on a l'impression que les chefs d'État, là, ils ont le titre foncier de ces États. Et le peuple, ces peuples-là sont tranquilles. Et se taisent. Non. La souveraineté de l'État, elle est d'abord une souveraineté populaire. Le peuple, c'est lui qui est l'élément déterminant de la démocratie de tout État, de tout pays. Le peuple, c'est lui qui est c'est le principal faiseur de l'État de droit. Et le peuple doit être suffisamment jaloux de ses libertés. Ce qui se passe en France par rapport au soulèvement spontané de ces Français-là, moi, je l'espère de plus en plus, de manière organisée, et dans les États africains, c'est vrai. Quand ça se passe comme ça, les pouvoirs publics parlent d'incitation à la révolte, on essaye de criminaliser tout cela. Je crois que l'ordre public mérite d'être renforcé, ça c'est clair. Lorsque les libertés individuelles, les libertés collectives, les droits fondamentaux s'explosent à l'aune de la technologie, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le développement de la technologie en grande partie qui conduit justement à l'explosion. Quand nous parlons de circulation d'images, mais l'Internet, ce n'est pas l'homme européen qui l'a inventé. Alors, comment vous appelez les réseaux sociaux là? Cette école, les Africains vont à cette école lâcher les Occidentaux, non? Il faut que les images des actions, il faut que les images de destruction, les images de privation des libertés publiques, ces images-là, il faut qu'elles circulent. La technologie nous a déjà conduit à ça. Tout à fait. Il faut qu'elles circulent. Mais il faut plutôt aller vers la protection des policiers qui seront exposés, qui seront livrés à travers la technologie. C'est-à-dire le policier qui, en violation des règles disciplinaires de la police, a passé à tabac ou a commis des exactions sur des citoyens dont l'image circule sur les réseaux sociaux. Il faut plutôt se poser la question de savoir comment faire pour protéger, pour organiser la poursuite de ce policier-là sans que ce policier ne soit livré à la vindicte populaire. C'est pour cela que je parle de proportionnalité, de nécessité. Tout à fait. Lamine Cissé. Bon, non, je vais réagir par rapport... J'abonde totalement dans ce sens, mais je voudrais qu'on élucide un peu les causes, parce qu'on n'est pas en train de comparaître l'État sénégalais, par exemple, à l'État... Parce que la France fait la démocratie de sa langue. Oui. La démocratie de la langue française. Ce qui veut dire que
toutes les lois sont accessibles aux populations directement. C'est pourquoi il y a la spontanéité de l'action. Et il y a également l'ancienneté, la vieillesse de la démocratie. Oui, d'accord, je ne refuse pas, mais nous faisons la démocratie avec la langue des autres. Ouais. C'est un handicap. C'est-à-dire, c'est pas un alibi. J'explique, tout simplement. C'est pourquoi il est extrêmement important. Et nous avons l'État, nous n'avons pas notre État. Les Africains, on n'a pas créé notre État. C'est l'État néocolonial qui nous gouverne. C'est l'État qui a comme mode de fonctionnement la langue française. Ce qui veut dire que les populations africaines sont difficilement accessibles à la gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance est très loin des populations. Alors, vous savez, le taux d'analphabète, même les alphabétisés en français, ils ont des difficultés de comprendre. Demandez, vous allez voir 80% des populations qui ne savent même pas ce qui est dans leur constitution. Parce qu'on estime que la constitution, c'est le débat au niveau intellectuel, au niveau supérieur. C'est ce qui se passe. Mais en France, ils sont en train de modeler leur modèle. Et le droit de citoyenneté est très avancé parce que chaque Français sait que si ça ne va pas, c'est chaque Français qui va se sentir dans sa maison. Donc nous avons des goulots d'étranglement qu'il faut lever. Voilà. Et ces goulots d'étranglement, vous avez appelé la société civile, mais également les partis politiques en Afrique doivent jouer leur rôle fondamental d'éveil des consciences, d'amener les populations à être suffisamment responsables. Vous savez, si cette loi l'a passée en France aujourd'hui, mais vous allez voir, nos gouverneurs de la France, là, ils vont automatiquement copier la même chose pour arrêter les gens. C'est-à-dire que même celui qui dit tel président est allé en vacances dans un village, ils vont dire allez-y l'arrêter. Quelles sont les preuves? Tu n'oseras même pas diffuser une image. Heureusement que la France est aux aguets. Maintenant, le problème que vous avez posé, ce sont des problèmes fondamentaux. Il faut que nous comprenions que c'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui doit gouverner. Chaque président qui gouverne à l'encontre des intérêts supérieurs du peuple est un dictateur. Et que vraiment, j'apprécie et je salue, n'est-ce pas, votre appel. Cet appel-là, je l'ai toujours fait. Ce n'est pas une incitation. Quand le peuple est soumis, il faut dire au peuple de se réveiller pour se libérer. Tant qu'on ne se libère pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas un être humain. Pour être un être humain et jouir pleinement de ces... Il faut qu'on aille dans le sacrifice. Le sacrifice de la liberté. Ça vaut le coup. Alors, le Premier ministre Jean Castex a déjà annoncé la création d'une commission indépendante chargée de proposer une nouvelle écriture de l'article querellé. Il entend lui-même saisir le Conseil constitutionnel au besoin. Les 3 policiers, les 4 par la suite, visiblement, c'est très mal embarqué pour eux. On sait aussi que aujourd'hui, la France est peut-être à la croisée des chemins. Est-ce que le modèle démocratique tel que conçu en France n'est pas de plus en plus mis à l'épreuve? Est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernants français ne sont pas peut-être en train de réfléchir à changer de paradigme, à abréger la démocratie, à simplifier un tant soit peu, parce que rien qu'avec la manifestation des Gilets jaunes, on a vu que l'État a été secoué, ébranlé même dans ses fondements. On sait que le président Emmanuel Macron s'est défendu de toute dérive autoritaire. Il a encore exprimé il y a quelques jours, quelques heures. Quelle est votre lecture? Oui, 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen français, la Magna Carta en Angleterre, la Constitution des États-Unis. Mais je crois il y a un modèle constitutionnel et un modèle démocratique français. Et c'est un modèle qui repose fondamentalement sur la jouissance des libertés et des droits fondamentaux, c'est clair. Il faut reconnaître que depuis quelques années, les pouvoirs publics français tendent à abréger, à ronger par endroits ces libertés-là, ces droits fondamentaux, à les ronger par endroits. Mais chaque fois que ce gouvernement tente de passer
de créer des cassures pour pouvoir pénétrer dans la forteresse. Il me semble que ce gouvernement n'y arrive pas. Ce gouvernement n'y arrive pas parce que justement la démocratie française soutient les libertés publiques, ces droits fondamentaux des citoyens. C'est-à-dire, c'est un pays qui a, c'est un modèle démocratique qui est suffisamment stable, enfin, qui est suffisamment, qui a des bases suffisamment solides. Et le gouvernement français tente d'essayer d'abréger. Moi, je voudrais répondre à la question que vous avez posée à travers le thème. Est-ce que la démocratie française est menacée? Je crois que c'est juste des parenthèses pour essayer d'abréger. Ça n'aboutira pas. Mais pour que ça n'aboutisse pas, il faut que le peuple français continue par être éveillé, que les peuples africains tirent leçon de ce qui se passe en France et que les organismes de la société civile, les partis politiques jouent leur rôle. Bon, les partis politiques en Afrique, des partis politiques qui veulent manger. Moi, je préfère beaucoup plus me concentrer sur les organismes de la société civile. Donc, fondamentalement, c'est ça. Globalement, vous remarquez que cette démocratie-là, cet état de droit, ça gêne certains États. Dont la France, vous avez, quand vous venez en Afrique, vous avez les États francophones de l'Afrique de l'Ouest pour la plupart, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Congo. Bon, on est gêné par cette démocratie. Vous êtes habitués à la démocratie Nescafé, bon, tout ça. Et bon, donc, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les gens sont gênés. Mais la démocratie, que ce soit au Bénin, que ce soit en France, que ce soit en Amérique ou en France, c'est une démocratie qui appartient au peuple. Démos, c'est le peuple. Donc, c'est au peuple de faire son affaire, de conduire son affaire. Sur d'autres affaires, il faut que le peuple français reste vigilant pour que des gens ne viennent pas de nulle part, sans positionnement politique réel, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, et qu'on vienne semer le trouble démocratique, qu'on vienne embrouiller les cartes au niveau de l'état de droit et qu'on se retire par la suite pour qu'on découvre après que c'est plutôt pour des intérêts inavoués que ce passage politique a eu lieu. Non, il faut qu'on continue par apprendre du système démocratique américain, même si de l'autre côté également, notre ami est en train de réagir pour dire qu'il n'a pas perdu et tout ça. La démocratie est de plus en plus remise à de rudes épreuves. Il faut que les peuples soient vigilants. Bon, je dirais tout simplement le modèle démocratique français. Oui, c'est à rude épreuve. D'autant plus que l'avènement de Macron a fragilisé la gauche et la droite, tout à fait. Le centre. Les débats idéologiques n'existent plus parce que Macron a mis tout le monde dans le gouvernement. Il vise quel objectif? On se pose la question. Alors, c'est ça, effectivement, parce qu'en fait, le militantisme, c'est d'être arrimé à une vision, à un projet de société. Quand nous allons venir au pouvoir, voilà ce que nous faisons. Nous avons vu au préalable les partis socialistes qui étaient des grands défenseurs des droits de l'homme, qui étaient admiratifs. Prenons le cas de Mitterrand, par exemple, quand il était au pouvoir, etc. etc. Alors cela est en train de s'effriter. Les Gilets jaunes sont venus parce qu'en fait, en France, la démocratie, elle est admirative par rapport à ce qui se passe en Afrique. Mais la France, le peuple français n'est pas satisfait de sa démocratie. Parce qu'il y a des inégalités sociales. Ça, c'est plein. Il y a des... Oui, mais les inégalités sociales, quand tu vois les syndicalistes, leurs revendications salariales, c'est constant. Les femmes disent que... nos femmes sont dans les mêmes conditions, hein, mais les femmes françaises, ils sont dans leurs conditions en tant que femmes françaises. Ils voient les inégalités, les iniquités salariales, etc. Il y a beaucoup de choses qui se posent. La loi, finalement, le droit... Heureusement que c'est dans la langue française que tout se fait, mais le droit qui se fait pour le bas peuple et le droit qui se fait pour certains barons, parce qu'il y a un certain lobby qui essaie de s'imposer avec l'avènement de Macron pour pouvoir, n'est-ce pas, déstabiliser ce système de rotation entre gauche et droite. Gauche et droite. C'est pourquoi je vois l'avènement des gilets jaunes est lié à cela, parce que l'avènement des les gilets jaunes, leur revendication est universelle. Hein? Ils défendent même l'Afrique. Ils défendent même la même mise. Ils attaquent même la même mise de la France sur les économies africaines. Ils sont solidaires
au peuple opprimé. Tu vois, donc c'est la façon de gouverner, c'est ce gouvernement-là qui a catalysé tout cela pour sortir. Maintenant, ce qui est dramatique également, tous les partis, n'est-ce pas, parce que l'extrémisme, les partis d'extrême gauche, quand on l'appelle les partis extrémistes, hein, de Le Pen, par exemple. Le Pen, c'est l'extrême droite. L'extrême droite, c'est ce que je voudrais dire. Mais tous les partis, ils font des clins d'œil. Même Macron fait des clins d'œil. Il regarde qu'est-ce que l'extrême gauche, c'est ce qui amène tous ces lois de répression. On a voulu, n'est-ce pas, le communautarisme est exaspéré. On crée des lois pour tout simplement avoir l'électorat. Donc, il y a beaucoup de connotations politiques. Et heureusement, le peuple français est en éveil. C'est pourquoi c'est ce qui marque toute la différence avec ce que nous sommes. Nous sommes dans un processus, mais malheureusement, nous ne sommes pas dans nos repères, dans le processus, nous sommes dans le repère des autres. Mais ce qui est capital et fondamental est que, professeur, le travail que vous êtes en train de faire, le travail que beaucoup de gens sont en train de faire, il y a ce qu'on appelle l'éveil des consciences des jeunes. Parce que nous avons, en 1960, 50, 70, 80, on n'avait pas les instruments de communication qui nous permettent d'être à des milliers de kilomètres et de communiquer. Aujourd'hui, l'information circule. Aujourd'hui, les consciences sont branchées sur le monde. Aujourd'hui, je crois que nos gouvernants ont sérieusement le problème de contenir, n'est-ce pas, cette évolution irréversible des consciences populaires qui va aboutir, n'est-ce pas, à la liberté fondamentale dans nos pays. Alors, pour Emmanuel Macron, les lois qui sont jugées liberticides, c'est un grand mensonge. On n'est pas la Hongrie où la Turquie a poursuivi le chef de l'État qui considère que le débat a été contaminé par un discours militant hostile au gouvernement français. Non, ce n'est pas vrai. Je crois que le président français, l'exécutif français a intérêt à revoir son mode de gouvernance comme M. Cissé l'a dit. Vous savez, c'est un régime, je dirais, présidentiel abrégé. Le régime politique français, c'est un régime qui permet au président de la République d'influencer suffisamment la vie politique, ou de passer par le biais de son Premier ministre pour influencer la vie politique, ou de passer par le biais de son parti politique, comme c'est le cas pour aboutir à cette loi sur la sécurité globale. Je crois que le président Macron, qui, me semble-t-il, rappelle un peu Sarkozy, un peu pas en droit là. Il faudrait qu'il revoie son mode de gouvernance et l'appel aux chefs d'État africains, puisque M. Cissé l'a dit tout à l'heure, la démocratie et l'état de droit, croisés avec les technologies de l'information, l'information étant le mot-clé de la démocratie, de l'état de droit. Il faut être informé pour pouvoir réagir et dire non, ça c'est la démocratie. Il faut être informé pour pouvoir savoir que son droit est violé, ça c'est l'état de droit. Démocratie et état de droit assisté de la technologie, cela crée une situation d'insécurité pour les chefs d'État qui ne veulent pas faire de l'approche inclusive, de l'approche transparente, de l'approche participative et qui ne veulent pas respecter les libertés. Alors, qu'est-ce que les chefs d'État d'aujourd'hui doivent faire de manière simple à l'aide des technologies? Ce qu'ils doivent faire, c'est simplement de permettre d'inclure tout le monde dans la gouvernance du pays. De ne pas faire des lois exclusives, de ne pas faire des lois liberticides. Parce qu'ils font des lois exclusives, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique, quand ils mettent en place des mécanismes pour empêcher que 3 ou 4 personnes qui sont perçues a priori pour être candidats aux élections, à l'élection présidentielle, pour les empêcher d'être candidats, quand ils font des choses du genre, même s'ils ne sont pas la suite applaudis par le peuple ou par un certain peuple, c'est qu'en réalité, c'est un peuple qui met en branle son hypocrisie, qui est en train d'applaudir parce que le peuple-là sait très bien ce qu'il fait et en son temps sait ce qu'il fera. Il faudrait simplement jouer le jeu pour pouvoir être un héros de son pays. Les chefs d'État africains qui tirent leçon de cela et qu'ils sachent qu'ils n'ont pas non plus à copier la France. Tout à l'heure, M. Cissé a rappelé un peu l'un des mobiles des Gilets jaunes. Défendre même l'hégémonie française et aller contre l'hégémonie française en Afrique. Mais moi, je n'espère pas qu'un Français
puisse combattre l'hégémonie française en Afrique. Moi, je demande aux Africains d'ouvrir les yeux. Les dirigeants africains, les partis politiques, je ne leur fais plus trop confiance en tant que quelqu'un qui s'intéresse à la science et qui est obligé d'être dans la vérité. Je regarde beaucoup plus l'armée. Je souhaite que ces armées africaines soient beaucoup plus républicaines, qu'elles soient beaucoup plus des armées qui respectent et qui défendent la Constitution, les libertés publiques et les droits fondamentaux, au lieu d'être des armées à la solde de ceux qui sont puissants pour le moment. Je vois beaucoup plus les organisations de la société civile, parce qu'il faut le dire, que ce soit au Bénin surtout, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez un peu au Sénégal, mais surtout au Bénin, vous remarquez, vous avez l'impression qu'il y a des airs, pas des airs de compétences forcément, mais des airs d'initiative sociale. On a l'impression qu'il n'y a même plus de cadre d'encadrement des jeunes, comme M. Cissé l'a dit. On a l'impression que l'éducation civique, l'éducation patriotique, l'enseignement de la Constitution, l'enseignement, c'est ce qui se passe, les différentes réformes au plan politique dans les différents États africains. Qui explique cela au peuple? C'est les organismes de la société civile. C'est cela. Alors, je pense que en France, cette loi sur la sécurité globale, c'est une loi qu'il faut mettre de côté ou qu'il faut revoir de fond parce que l'arbitrage entre liberté et ordre public, c'est un arbitrage qui n'est pas facile à faire. Donc, il regarde suffisamment pour que la recherche de l'ordre public ou l'assurance de l'ordre public ne soit pas un moyen utilisé pour pouvoir chaîner les populations, pour pouvoir restreindre les libertés fondamentales, alors que le but qu'on poursuit, c'est autre chose. Voilà un peu... donc, ce que le président Macron dit, ce n'est pas vrai. Vous questionnez même un coiffeur, quelqu'un qui écoute un peu l'actualité va vous le dire. Il y a plus de turbulences en France pendant la gouvernance du président Macron que pendant la gouvernance d'autres. On a vu Mitterrand diriger ce pays. On a vu Jacques Chirac diriger ce pays. Vous voyez, j'ai l'impression que lorsque la droite vient au pouvoir en France, il y a un certain nombre de choses qui sont permises, qui ne sont pas normales. Mais je vais vous le dire. Macron, les gens disent qu'il n'est de nulle part. Vous finirez par voir qu'il est de la droite. Bon, moi je voudrais, professeur, vous savez, le panafricanisme n'a pas de couleur. De par le passé, des Blancs ont combattu l'esclavage, ont combattu la colonisation. Je suis d'accord. Et jusqu'à présent. Donc, pas seulement le problème, les Africains fassent mieux que les Français. Je ne refuse pas, mais vous savez, l'écho est beaucoup plus international quand, par ailleurs, ceux qui ne sont pas des Africains se lèvent pour dire, on a vu ça dans le Parlement européen, on a vu ça en Italie, partout, les voix se lèvent pour dire il faut libérer l'Afrique. C'est vous qui... Parce que le phénomène de la migration, les gens qui vont dans la mer pour mourir. Oui, ça. Vous venez dans un pays, vous prenez le porc, vous prenez les poissons, les ressources halieutiques, vous achetez les terres, les gens n'ont plus quoi vivre, vous voulez qu'ils fassent quoi? Mais le pêcheur, il prend sa pirogue pour mettre des gens pour aller chercher. Ils font des kilomètres dans la mer, ils n'ont pas de poisson. Le gros bateau vient prendre tout. Tout ça là, ça rentre en compte. Maintenant, si nous le revendiquons chez nous, nous parlons de cela chez nous, l'écho est beaucoup plus... Parce qu'on le parle dans la langue, dans nos langues. Mais les autres qui sont là-bas, qu'on pense que c'est eux qui nous colonisent, et il y a des populations qui sortent pour montrer que l'universalité des droits, l'universalité de la gouvernance mondiale, c'est ça qu'ils prônent. Donc, ceux-là aussi, dans leur pays, c'est des prolétaires. C'est des gens qui souffrent, qui sont dans un système qui les opprime. Donc, il faut que tout cela se donne la main à travers le monde pour libérer. Parce que le monde est gouverné par une minorité de personnes qui contrôlent les 90% des ressources mondiales. Mais c'est un paradoxe. Donc, les peuples doivent se donner la main. Ce n'est pas un problème africain. La liberté... C'est beaucoup plus l'humanité. C'est le système. Voilà, il faut briser ce système-là pour qu'il y ait de nouveaux ordres économiques mondiales et de nouveaux ordres de gouvernance mondiale. C'est extrêmement important. Les Nations Unies, même la manière dont les Nations Unies fonctionnent, on doit casser, on doit réformer. Nos institutions, on doit tout réformer. Parce que ce n'est pas en cohérence avec l'évolution des mentalités du monde actuel.
C'est ça, professeur. Je suis d'accord, avec vous. Seulement que je dis, balayons chez nous. Les autres balayent, les autres nous aident à balayer chez nous, mais nous devons balayer également chez nous. Je mets l'accent sur l'éducation civique. Je dis, je me rappelle un peu le professeur Albert Thévoret, paix à son âme, et je me rappelle bâtisseur d'avenir. Je crois que c'est un bulletin d'information que son parti, NCC ou lequel là, avait... Je me rappelle la première décade, les 10 premières années qui ont suivi 90, de 90 à 2000, 2002, 2003, où la société civile éduquait, où les partis politiques éduquaient. Mais vous voyez un peu ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit une sorte d'atermoiement. C'est comme si on est dans une sorte d'attentisme. Le peuple est là, il n'est pas informé, et les jeunes ne sont pas informés, alors que chaque 20 ans, vous avez le bébé qui est né il y a 20 ans, qui est désormais dans la société active, qui doit travailler. Vous voyez, donc, tel que nous évoluons là, nous risquons de connaître une implosion. Absolument. C'est la raison pour laquelle il faut que les organismes de la société civile se lèvent. Il faut que ces organisations-là cotisent de l'argent à leur sein. Ce n'est pas forcément sur des financements extérieurs qu'il faut avancer. Et il faut sensibiliser, il faut éduquer. Il faut que les jeunes comprennent ce qui se passe. Il faut qu'on comprenne. Quand vous prenez par exemple le foncier, il y a différentes réformes qui sont intervenues dans le foncier au Bénin. Vous êtes sûr que tout le monde est informé? Mais ces réformes-là sont accompagnées de sanctions. Mais les gens vont être sanctionnés alors qu'ils ne sont pas informés. Or, nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai. C'est une fiction juridique, mais une fiction tout de même, une règle tout de même qui peut être appliquée. C'est la raison pour laquelle il faut que les organismes de la société civile en Afrique se réveillent, surtout en Afrique francophone de l'Ouest, et que le pouvoir exécutif ne soit pas perçu comme quelqu'un qui fait comme un acteur que tout le monde regarde et qu'on applaudit ou qu'on n'applaudit pas. Non, nous sommes tous acteurs du développement. Et il faut que chacun joue son rôle. Parce que lorsque l'exécutif ne voit pas de contrepoids, il ne peut pas revenir sur ses pas. Non. Je n'ai pas dit aux gens de se soulever contre qui que ce soit. Mais il faut que l'exécutif sente que ce que je fais là, les gens ne sont pas d'accord. Et puis, lorsque c'est des actions isolées, les actions isolées ne marchent pas en Afrique non plus. D'ailleurs, ça ne marche nulle part. Vous voyez, en France, c'est plus de 500 près de 500 000 voilà, personnes qui sont en train d'agir. Vous avez jamais vu ça là, au Bénin depuis quelques années? Non. Alors, en Côte d'Ivoire, mais il faut accepter d'être martyr pour son pays, à défaut d'être un héros pour le pays. Voilà. Alors, le président français s'est aussi prononcé sur certaines accusations, notamment que la France persécute les musulmans. La France n'a pas de problème avec l'islam. Elle a même une relation de longue date. Simplement, nous avons construit notre République, notre projet collectif dans la séparation entre la politique et le religieux. C'est ça que parfois beaucoup de régions du monde ont du mal à comprendre. C'était les propos d'Emmanuel Macron, notamment sur les accusations récurrentes par rapport à l'islam. Oui, la laïcité. Oui, la laïcité, c'est la liberté de culte aussi. C'est la compréhension de l'islam. Évidemment, c'est-à-dire que l'amalgame se fait, d'autant plus que beaucoup de gens confondent l'islam au terrorisme islamique. Ceux qui utilisent l'islam pour faire le terrorisme, c'est des gens qui sabotent. Alors, je crois qu'il faut faire cette distinction. Ceux qui font le terrorisme, ils ne le font pas contre le français, ils le font contre même les musulmans. Parce qu'ils trouvent des musulmans dans les mosquées, ils les tuent. Ils disent que ce n'est pas des bons musulmans. Alors que ceux qui font le terrorisme ne font même pas 5% qui se réclament de musulmans. Tous les 95%, c'est des musulmans. La religion musulmane, c'est la paix, la tolérance. Et les musulmans habitent la France depuis... C'est l'une des premières religions qui a habité en France. Il n'y a eu jamais de problème. Le terrorisme a commencé quand? Le terrorisme islamique a commencé quand? Réellement. C'est récent. Non, mais c'est dans la dynamique, la géopolitique. C'est-à-dire que le non-respect des droits internationaux, ceux qui se lèvent, ils imposent la France. Ils imposent les forces. Regardez comment l'Iran est soumis n'est-ce pas, à de l'injustice internationale. L'Amérique se lève, il soumet l'Iran parce que le peuple iranien l'a chassé de l'Iran. On gère tout, on amène
à ce que Saddam Hussein se batte contre l'Iran parce que là-bas, en Iran, il y a la révolution islamique. Une révolution islamique qui ne dit pas que les Américains sont mauvais, les Français sont mauvais. Non. Une révolution islamique qui dit « Je veux que mon peuple soit libre et indépendant, mais que nous restons des Iraniens et contrôlons notre pouvoir. » C'est tout. Alors, donc, toutes ces injustices au niveau de la Palestine, tout ça là, c'est ce qui a frustré, ça a créé des groupuscules qui ont profité de cela. Non seulement pour pouvoir dominer le monde, parce que tu vois, les Américains en Afghanistan, c'est créé. En Irak, c'est créé. Tout ça là, c'est pour donner une certaine image de l'islam, etc. Alors que ce sont les actions politiques, les actions du gouvernement mondial qui exacerbent tous ces comportements-là. Maintenant, en France, si on crée des lois, à cause de ça, on crée des lois, est-ce que ces lois-là vont aller à l'apaisement ou ces lois vont continuer tant qu'on dit qu'il faut caricaturer le prophète Mohammed en France? Je pense qu'on n'est pas en train de régler. Vous avez vu les conséquences à travers le monde. Parce que les musulmans se sont sentis offusqués et frustrés. Vous savez, quand on va caricaturer Jésus-Christ, on met son nez comme ça là. Même si ce n'est pas Jésus-Christ que nous voulons, les musulmans vont se lever pour dire que ce n'est pas normal. Parce que Jésus-Christ est lié à la conviction, à la dignité des millions et des millions de personnes. C'est extrêmement important. Pour apaiser le monde, la liberté d'expression doit permettre le respect de la différence. Le respect de la différence. Vous êtes un Français, je suis africain, je vous respecte en tant que Français, vous me respectez. Vous êtes un fond, vous respectez le Bariba respecte le fond dans la diversité. C'est dans ce respect-là que nous pouvons créer une harmonie de la gouvernance mondiale. Mais si, par exemple, on pense que je suis le plus fort, c'est moi qui connais, etc., et on veut imposer cela dans le monde ne sera jamais un monde. Rapidement, par rapport à cette thématique. Oui, je crois, pour aller dans le même sens que Cissé, la laïcité doit jouer dans les deux sens. Elle doit jouer au profit de l'État, mais elle doit également jouer au profit des religions. C'est-à-dire que si la laïcité permet à l'État de mettre en place des lois dans le sens de la construction d'une république, et rien qu'une république, il faut que cette laïcité-là oblige l'État justement à ne pas élaborer des lois qui dérangent la conscience de certaines religions. Il ne faut pas élaborer des lois qui choquent une certaine catégorie religieuse. Il faut également éviter cela. Maintenant, le terrorisme vient d'où? Et vient de qui? Et vient depuis quand? Mais, vous l'avez dit, la société internationale qui est née après la Deuxième Guerre mondiale, la société internationale née avec la Charte des Nations Unies de 1945, c'est une société internationale disproportionnée, une société internationale où vous avez quelques États, petits États, là, à peine 5 ou 6 ou plus 10, qui sont tout puissants, intelligents et qui doivent soumettre tous les autres. Et donc, le terrorisme naît justement des injustices. C'est la raison pour laquelle il faut que la communauté internationale travaille à limiter, à combattre les injustices et qu'on revoie complètement la structure du droit international. Ça fait partie des éléments sur lesquels je travaille et je ne crois pas trop à ce droit international qui est beaucoup plus occidentalisé ou bien euro ou américano-centré. Voilà. Vous êtes Justin Oupati, nous allons probablement revenir pour discuter d'autres questions que nous n'avons pas pu aborder au cours de ce plateau qui est déjà donc épuisé. Vous êtes Justin Oupati, chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, la métissée écrivain expert en communication politique. Merci d'avoir été là. À très bientôt, chers téléspectateurs, pour un nouveau numéro de votre émission.